Est-ce que tu t'es déjà dit que le simple fait de dérouler ton tapis était en fait un acte féministe? Hello, moi c'est Maya et ma passion sur les réseaux sociaux, en dehors de la kinésithérapie et du yoga, c'est de diffuser des paillettes et de rajouter des paillettes à ton quotidien. Et aujourd'hui, on va le faire en parlant du combat féministe qu'est le yoga. Aujourd'hui, quand tu rentres dans un cours de yoga, tu vois surtout des femmes. Des tapis colorés, des leggings, des belles coiffures, des bavardages, des sourires. Oui, je sais, je fais un gros cliché des filles juste ici. Mais c'est vrai, le yoga, c'est presque devenu l'espace des femmes par excellence. Un lieu où on bouge, on se retrouve, on se soigne, on se reconnecte à soi. Mais est-ce que tu me croirais si je te disais qu'à la base, c'est une pratique créée exclusivement par les hommes et pour les hommes? Les femmes étant jugées bien sûr impures de la pratique. Parce que nous savons, nous sommes très souvent impurs. Pendant des siècles, littéralement des millénaires, le yoga était une pratique 100% masculine, même si maintenant on connaît l'histoire du yoga et de combien de temps ça date. Elle était interdite aux femmes, réservée aux ascètes, aux moines, aux maîtres spirituels. Et si aujourd'hui elle est devenue l'un des outils les plus puissants d'émancipation féminine, c'est parce que certaines femmes ont osé briser cette porte. Et c'est leur histoire que j'ai envie de te raconter. Une histoire d'exclusion d'abord, de résistance et finalement de révolution. Le yoga, tel qu'il est né dans l'Inde ancienne, est un univers profondément masculin, même si on sait, encore une fois, toute l'histoire du yoga. On en a déjà parlé, mais pendant des siècles, les textes fondateurs, les Upanishads, les Yoga Sutras de Patanjali, les traités de Hatha Yoga, ont été écrits par des hommes, pour des hommes, et transmis exclusivement dans des cercles masculins. Pourquoi? Parce que dans la société indienne ancienne, la spiritualité, l'ascèse, la quête de libération étaient considérés comme des domaines masculins, pas hyper choquant, on est d'accord, vu que c'est à peu près commun à toute l'histoire de l'humanité. Les femmes étaient, encore une fois, grosse surprise, assignées au foyer, à la maternité, à l'entretien de la maison. Leur rôle spirituel passait par la dévotion familiale et pas du tout par la méditation ou les pratiques corporelles. Certaines écoles de yoga allaient même plus loin. Elles considéraient que le corps féminin, cyclique, changeant, impur pendant les menstruations, était inadapté à la discipline yogique. Le yoga était une affaire d'ascètes, de moines, d'hommes libérés de la vie domestique, pas de place pour les femmes. Il existe pourtant, notons là, une petite exception, un petit courant qui détonne dans cette histoire très masculine, qui est la tradition tantrique, le tantra, apparu entre le 8e et le 13e siècle. Contrairement au yoga classique, qui voyait le corps comme un obstacle à transcender, le corps étant littéralement l'obstacle à l'élévation spirituelle, à la connexion avec l'univers, le tantra considérait lui le corps féminin comme masculin, comme un outil sacré de transformation spirituelle. On accédait par le corps à plus grand. Il valorisait l'énergie, appelée Shakti, souvent symbolisée par le féminin sacré, et célébrait la dimension charnelle, sensuelle, incarnée de la pratique, un peu la pratique sexuelle, pour atteindre l'extase. C'est dans ce contexte que certaines femmes, appelées yoginis, ont joué un rôle spirituel central. Elles n'étaient pas de simples disciples, elles étaient maîtresses, initiatrices, gardiennes de savoir et de pouvoir. Mais cette ouverture restait très marginale encore aujourd'hui. La majorité des écoles yogiques traditionnelles restaient fermées aux femmes. Et il faudra attendre près d'un millénaire pour que la porte s'ouvre vraiment. On a fait du chemin, les meufs. Le vrai tournant se joue au XXe siècle, dans un lieu clé, Mysore, une ville du sud de l'Inde, encore connue aujourd'hui comme le berceau du yoga aux mille attractions touristiques. Mais rappelle-toi, comme on l'a dit à cette époque, l'Inde est encore sous domination britannique, et les souverains locaux, qu'on appelle Maharajas, des rois ou des princes dans les anciens états princiers, tentent de préserver et bien sûr valoriser la culture indienne d'un peuple opprimé. L'un d'eux, le Maharaja de Mysore, est passionné de santé, de mouvement et de tradition indienne. Il décide d'ouvrir dans son palais une école de yoga pour former une élite forte, disciplinée et enracinée dans les traditions. On est toujours dans cette ambition d'avoir un peuple fort, capable de renverser l'occupation. C'est là
que ce Maharaja engage Tirumulai Krishnamacharya, aujourd'hui, comme tu le sais, considéré comme le père du yoga moderne. Mais bien sûr, fidèle à la tradition, Krishnamacharya refuse d'enseigner aux femmes. Pour lui, comme pour la majorité de ses contemporains, la pratique reste une affaire d'hommes et de gros muscles. Et c'est à ce moment précis qu'entre en scène Eugénie Peterson, une danseuse russe fascinée par la philosophie indienne. Et une russe, élève de Krishna, ça ne te dit pas quelque chose? C'est bien sûr celle qui deviendra plus tard Indra Devi. En 1937, elle frappe à la porte de Krishnamacharya pour suivre ses enseignements. Et bien sûr, il refuse. Alors, elle insiste. Il refuse encore. Elle insiste toujours. Finalement, c'est sur l'ordre direct du Maharaja lui-même, Gomaharaja, qui voulait montrer l'ouverture et l'universalité du yoga, que Krishna finit par accepter. Et ce geste change tout. Pour la première fois, une femme, et étrangère qui plus est, franchit la barrière du yoga. Et cette femme ne va pas seulement pratiquer, elle va tout bouleverser. Indra Devi quitte l'Inde, voyage et finit par s'installer aux États-Unis, à Los Angeles, dans les années 40. Là, elle ouvre un studio et commence à enseigner le yoga. À des stars d'Hollywood, Greta Garbo, Gloria Swanson, Marilyn Monroe, toutes s'y mettent et c'est fantastique. En quelques années, ce qui était une pratique indienne, confidentielle, enseignée dans un palais du sud de l'Inde, devient une discipline chic, moderne, tendance et surtout accessible aux femmes. Indra Devi incarne une rupture. Elle ne transmet pas seulement des postures, elle transmet une philosophie de bien-être et d'émancipation féminine adaptée à la vie moderne. À partir de là, tout s'accélère. Dans les décennies qui suivent, surtout à partir des années 60-70, les femmes s'emparent massivement du yoga. Et ce faisant, elles le transforment. Plus introspectif, plus doux parfois, plus attentif au cycle, au corps vécu. Là où les anciens textes parlaient de détachement, les femmes y injectent également des notions de réconciliation avec le corps. Là où la pratique visait à transcender le monde matériel, elles en font aussi un espace d'incarnation, de soins, d'écoute, de copinage. Certaines figures deviennent incontournables. Gita, je ne sais pas comment on prononce Iyengar, fille de BKS Iyengar, crée une approche du yoga adaptée aux différentes étapes de la vie féminine. Ou encore Donna Farhi ou Judith Lassater, qui construisent des ponts entre yoga, anatomie et psychologie. Bref, les femmes prennent la pratique, se l'approprient et l'adaptent pour convenir à toutes les femmes. Aujourd'hui, plus de 80% des pratiquants de yoga dans le monde sont des femmes. Ironie de l'histoire, une discipline conçue par et pour les hommes est devenue un espace presque exclusivement féminin. Clairement, du féminisme. Et il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, l'image du yoga s'est transformée. D'une pratique spirituelle rigoureuse, militaire, elle est devenue synonyme de bien-être, de douceur, d'intériorité. Des valeurs que notre société associe, à tort, davantage au féminin, et à tort au yoga d'ailleurs. Si t'as déjà pris des cours avec moi, tu sais que la douceur n'est pas forcément ma marque de fabrique. Que tu peux finir en bretzel, que tu peux t'amuser, que... Bref, le yoga n'est pas forcément douceur et lenteur, mais c'est encore une autre question. Ensuite, dans les années 80-90, l'industrie du yoga s'est adressée massivement aux femmes. Vêtements, magazines, studios, retraites, tout a été pensé pour elles et surtout pour vendre à elles. Enfin, beaucoup d'hommes, dans la culture occidentale, ont grandi avec l'idée que le yoga n'est pas un vrai sport. Pas assez intense, pas assez masculin. Une idée qui persiste encore aujourd'hui, à mon grand regret. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce déplacement n'a pas affaibli le yoga. Il l'a enrichi. Le yoga est devenu un espace où on peut presque tout faire. Il est aussi devenu un espace d'émancipation, de reconnexion, de transformation, de soins, d'aventure, d'expérience. Et pas seulement pour les femmes d'ailleurs, mais pour toute personne qui choisit d'y entrer. En quelques décennies, les femmes ont transformé de fond en comble une pratique dont elles étaient exclues. Elles l'ont remodelée, réinventée, réenchantée. Elles ont fait du yoga non plus une voie d'ascèse, mais une voie de liberté. Alors oui, il fut un temps où le yoga leur était interdit. Mais aujourd'hui, il est devenu l'un des espaces les plus puissants pour se réapproprier le corps, la santé, la spiritualité, et l'espace qu'on occupe dans le monde.
Et ça, je suis extrêmement fière d'en faire partie et de vous embarquer avec moi. Il y a encore cependant des points à améliorer, notamment cette image douce du yoga que j'aimerais qu'on en vienne à bout. Le fait que les hommes n'ont pas leur place en yoga, alors que c'est hyper bénéfique pour leur corps et ne les rendrait pas moins masculins. Mais ça ouvre aussi le débat sur quels autres espaces publics est interdit encore aux femmes, quels autres espaces ne leur convient pas, n'est pas fait pour elles, n'est pas agencé pour elles, dans quels espaces elles ne se sentent pas à leur place. On peut parler bien sûr des transports en commun, des salles de sport, des box de CrossFit, où elles prennent la place, mais sont encore... Elles se posent encore des questions sur la place qu'elles peuvent habiter ici. Donc peut-être que ça fera l'office d'une nouvelle vidéo, d'un nouveau combat féministe. Mais sur ce, j'espère que cette vidéo va t'inspirer à prendre de la place, à investiguer ce que ton corps demande, et à foncer, même quand la société continue à te dire non, et à emmener tous les hommes avec toi. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. J'espère te revoir et dérouler ton tapis dans notre maison, dans notre colloque du bien-être qu'est la Maison Pim. Je te dis à très bientôt. Bisous. Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à connecter avec moi sur les réseaux sociaux ou à rejoindre Maison Pim App, l'application la plus pailletée du marché, avec tes 7 jours d'essai gratuits.